anglais signifiant laboratoire d'idées, un think tank est une organisation à but non lucratif. Dans ce premier numéro de Groupe Plan, nous recevons l'équipe du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, Wati. Pour en savoir plus sur cette organisation, nous sommes allés à la rencontre de son fondateur, Dr Gilles Olakunle-Yabi. Il nous dit pourquoi Wati et ce qu'est Wati. Alors Wati, d'abord sa signification, il y a deux interprétations possibles de Wati. Wati, c'est le think tank citoyen ouest-africain, donc West Africa Citizen Think Tank en anglais, qui traduit notre ouverture sur le monde. Mais c'est aussi une déformation d'un terme bambara, Wati, qui signifie le temps. Et le temps pour nous, c'est à la fois l'urgence, donc le temps court, le temps qui nous incite à travailler avec un sentiment que nous devons transformer notre partie du monde, nos sociétés. Et de l'autre côté, c'est aussi le temps long, le temps long qui permet justement pour toutes les sociétés de se transformer positivement et qui nous permet d'engager nos actions dans la durée. En termes d'origine, le site internet de Wati, on considère un peu que c'est le vrai moment du lancement de Wati. On l'a lancé le 1er septembre 2015, mais formellement, l'association qui porte Wati a été créée en décembre 2014 au terme d'une assemblée générale donc de ses membres ici à Dakar. Alors, le think tank citoyen Wati a une démarche qui s'inscrit d'abord dans une volonté de disséminer des savoirs, des connaissances, je dirais, d'où qu'elles viennent. C'est la volonté de faire en sorte que dans toutes nos sociétés ouest-africaines, on ait davantage de femmes et d'hommes, de jeunes et de moins jeunes, qui sont conscients des grands enjeux et qui s'intéressent aux grands enjeux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sécuritaires, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient éducatifs. Parce que cette conscience des enjeux, c'est aussi ce qui va permettre de mettre un peu plus la pression sur les personnes qui ont en charge la direction des pays, donc les gouvernants. Et c'est ce qui va nous permettre, je crois, d'avoir plus rapidement les transformations positives que nous espérons voir dans une région qui est confrontée à des défis qui sont absolument immenses. Alors, je dois dire que pour nous, d'abord, ce qui est le plus important, c'est l'idée et la mission. Les formes que Wati prend en termes d'action, ces formes pourront évoluer dans le temps. Pour l'instant, on a mis l'accent beaucoup sur le digital, puisque le site internet de Wati, wati.org, est vraiment, disons, le premier instrument de Wati pour produire des articles et les diffuser. Les articles que nous produisons nous-mêmes, mais aussi et beaucoup les articles qui nous viennent de tous les citoyens, d'experts de différents domaines. Mais nous allons aussi chercher dans la production existante de connaissances, des rapports, des études, des articles de recherche, d'autres think tanks, des centres de recherche, d'autres organisations, africaines ou pas, parce que nous estimons que nous devons aujourd'hui, face à nos défis, regarder partout. L'inspiration peut venir de partout. Donc un premier axe, c'est vraiment l'ensemble de nos publications sur le site internet. Et aujourd'hui, c'est les publications, c'est à la fois l'écrit, donc ce sont des articles, mais c'est aussi notamment l'audio et des vidéos. L'autre élément en termes d'activité qui occupe une place de plus en plus importante à Wati, ce sont justement les échanges, les tables rondes. On organise des tables rondes, je dirais, en présentiel ici à Dakar, mais il nous semblait important, compte tenu de notre nature régionale et de notre volonté d'être populaire, d'atteindre le maximum de personnes, de mettre vraiment l'accent aussi sur les tables rondes virtuelles, donc que nous organisons de plus en plus. Quasiment tous les mois, il y a une, voire plusieurs tables rondes virtuelles de Wati, et ça porte sur des sujets extrêmement divers, qu'il s'agisse des systèmes de santé. On connaît les scandales dans la région en termes de fonctionnement au quotidien des hôpitaux et des centres de santé. Par exemple, nous avons toute une série de discussions autour de la question de la santé, mais nous avons aussi des discussions autour des questions de sécurité, autour des questions de gouvernance politique, autour des questions de la place des femmes dans la société, par exemple ici au Sénégal. Donc ce sont des sujets qui sont extrêmement variés et qui nous permettent, je crois, de stimuler un débat public de qualité, informé et non partisan sur des enjeux qui sont importants pour tous les pays de la région. Alors nos partenaires, je dirais d'abord, il y a d'abord nos membres, parce que Wati est une association, donc nous avons des membres qui d'ailleurs au cours notamment
des premières années, des 2 premières années de Wati ont essentiellement été la principale source de financement de nos activités. Nous avons ensuite développé des partenariats avec des institutions, notamment des fondations, donc qui sont des organisations en fait à statut privé, qu'il s'agisse de fondations comme Bill et Melinda Gates, qui est une fondation connue, très active dans le domaine de la santé, mais pas seulement, donc qui est un de nos partenaires, notamment sur nos travaux sur les systèmes de santé, la fondation Konrad Adenauer, fondation allemande. Mais nous avons un premier partenaire aussi au Sénégal qui était la fondation OSIWA, Open Society for West Africa, qui est plutôt engagé sur les questions de gouvernance politique, de société ouverte et qui reste un partenaire clé pour Wati. En fonction des années, nous avons aussi des projets qui sont développés avec des partenaires de pays qui sont notamment présents au Sénégal, qu'il s'agisse du gouvernement du Canada ou du gouvernement espagnol. Nous avons eu avec ces 2 pays en particulier des projets autour de la question de la place des femmes dans la société et de manière plus générale la question des inégalités hommes-femmes au Sénégal. Je pense qu'il est important effectivement de distinguer un peu les partenariats qui se traduisent par du soutien financier aux organisations de la société civile comme la nôtre, mais aussi les partenariats, ça va bien au-delà. Nous avons des partenaires où il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de dimension financière, mais qui sont des partenaires dans le sens où on travaille dans la même direction. Et je crois où notre action est complémentaire de celle de beaucoup d'autres organisations. Dans le domaine, par exemple, de la gouvernance au Sénégal, le Forum civil est une organisation bien établie, très connue, qui a énormément d'actions sur le terrain, sur les questions de lutte contre la corruption, de gouvernance. C'est un de nos partenaires, puisqu'on travaille dans la même direction. Et je crois que, de manière plus générale, notre positionnement à Wati est un positionnement, au fond, de laboratoire d'idées pour la société civile. Il y a beaucoup d'organisations qui sont engagées sur le terrain, dans l'éducation, dans la santé, dans la lutte pour la corruption, dans la lutte pour les droits des femmes. Toutes ces organisations, d'une part, nous sommes une plateforme qui leur permet de s'exprimer. Lorsque nous organisons des tables rondes, ce n'est pas Wati qui s'exprime, nous structurons le débat, mais nous invitons des personnes qui viennent justement de ces organisations, qui viennent partager leurs connaissances, partager leur expérience du terrain. Et je crois que ce que nous faisons peut nourrir leur action. C'est vraiment cette complémentarité entre l'idée et l'action qu'il ne faut pas opposer, je crois, dans tout ce qu'on fait. Ce défi de la mesure d'impact, nous sommes extrêmement conscients de sa difficulté et nous entendons aussi continuer à réfléchir sur les moyens d'avoir des dimensions plus qualitatives, d'avoir la possibilité de voir dans quelle mesure certaines des idées que nous véhiculons, par exemple, finissent par se transformer dans une décision de politique publique. Mais nous sommes aussi conscients du problème de l'attribution que toutes les organisations connaissent, c'est-à-dire que si nous faisons une proposition dans le domaine de la santé et que 1 ou 2 années plus tard, cette proposition est mise en œuvre dans un pays de la région, on ne peut pas nécessairement démontrer que c'est parce que Wati l'a émise ou parce qu'une activité de Wati a permis de faire émerger cette idée. Donc il y a des difficultés de mesure d'impact qu'il ne faut pas négliger. Nous sommes conscients du besoin de mesurer notre impact, mais nous sommes aussi très clairs sur le fait que pour nous, l'impact, lorsqu'on veut transformer des sociétés, quelles qu'elles soient, c'est un impact qui se mesure sur la longue durée et nous sommes convaincus qu'en partageant des savoirs, en ayant des sociétés de plus en plus informées, de plus en plus intelligentes dans le sens de la compréhension de leurs enjeux du présent et de l'avenir, nous sommes convaincus que cela ne peut qu'être extrêmement utile. En termes de défis, nous restons un think tank généraliste et c'est pour ça que je ne réponds pas nécessairement à la question de savoir quel projet ou quel thème nous semble être le plus important ou a le plus d'impact. L'essence de Wati réside dans cette capacité à structurer des débats sur tout un ensemble de sujets qui peuvent apparaître comme très différents, mais qui en fait sont tous très, très liés. Donc nous allons continuer dans cette direction, mais c'est vrai que nous avons l'intention de mettre beaucoup plus l'accent au cours des prochaines années sur l'éducation dans la région. L'éducation en termes d'harmonisation des programmes scolaires
en Afrique de l'Ouest, l'éducation en termes d'une réflexion sur les calendriers scolaires, les contenus des programmes. Je crois qu'il y a énormément de travail à faire là-dessus. Nous sommes convaincus en fait que tous les défis, l'élément le plus structurant, le plus transversal, c'est l'éducation. La manière dont on travaille doit donner une indication sur ce qu'on veut voir au niveau de la région. C'est le souci du détail, c'est le souci de l'amélioration permanente. Il y a énormément de choses à améliorer dans notre fonctionnement interne. Il y en a à améliorer dans nos États, dans tous les domaines. Et je crois qu'on ne peut le faire qu'avec deux choses. Le sens de l'intérêt général, ne pas opposer son intérêt particulier, sa carrière, ses revenus, la stabilité de sa famille avec l'intérêt général, les biens publics qui sont extrêmement importants pour nous tous. Le deuxième élément, c'est le travail, c'est la volonté de continuer à s'améliorer tous les jours et de considérer que toutes les tâches sont importantes. Donc l'application qu'on doit avoir, on doit l'avoir pour absolument tout ce qu'on fait. Et c'est aussi un message en particulier en direction de la jeunesse. Merci de rester avec nous sur le plateau de Gros Plan. Je suis accompagnée de M. Babacar Ndiaye, directeur de la recherche et des publications du think tank Wati, accompagné de Pathé Dieye, chargé de recherche. Messieurs, bonjour. Alors, dites-nous en quoi consiste votre travail au sein du think tank Wati. Alors, moi, je suis le directeur de la recherche et des publications, donc j'ai en charge d'abord la coordination de l'équipe permanente de Wati. Et donc, ma fonction consiste à coordonner le travail de recherche, parce que Wati fait beaucoup de recherche sur de nombreux domaines, et aussi d'assurer la bonne tenue des publications sur nos différents sites Internet. Nous avons 7 sites Internet, et donc voilà, nous publions beaucoup d'articles, de contenus en lien avec des rapports et autres. Et donc, voilà un peu mes différentes tâches à Wati. Monsieur Dieye. Bonjour, merci de nous recevoir. Moi, je suis chargé de recherche et de projet à Wati et je coordonne actuellement le site Sénégal Politique qui concerne le projet sur la gouvernance locale et particulièrement le projet sur la gouvernance et le contrôle citoyen au Sénégal en partenariat avec le Forum civil et E-Media. Alors, nous avons suivi l'interview de Dr Yabi, qui est le directeur exécutif donc, de Wati. Babacar, que pouvez-vous nous dire sur les sites de Wati et ses activités en ligne? Alors, si je dois rapidement parler de Wati en quelques chiffres, ce qu'il faut savoir, c'est que Wati aujourd'hui dispose de 7 sites Internet. Et donc, en termes d'audience, si je prends le site principal qui est wati.org, depuis maintenant 5-6 ans, nous avons atteint la barre du million de visites sur ce site-là. Il faut savoir aussi que mensuellement, nous avons plus de 30 000 visites sur le site. Et lorsqu'on regarde aussi les pages qui sont consultées, on atteint la barre des 40 000 visites par mois. Maintenant aussi, il faut savoir que Wati produit beaucoup de contenu, donc des articles, des Wati Notes qui servent à un peu valoriser la recherche dans notre région de travail. Et donc, lorsqu'on regarde un peu le cumul, je peux dire qu'on est vraiment à des chiffres qui sont très importants en termes de contenu. Presque 3000 contenus sur le site principal et sur les sites annexes qui sont des sites dédiés à des pays que sont le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Bénin et le Sénégal aussi. Nous sommes aussi à des centaines de contenus. Donc voilà un peu en quelques chiffres le travail qui est effectué par Wati. Pathé, Wati, ce n'est pas seulement ces sites Internet, vous organisez également beaucoup d'activités en présentiel et en ligne. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Effectivement, Wati, aujourd'hui, c'est 378 vidéos et podcasts, soit 1500 heures d'entretien disponibles sur notre plateforme YouTube et aussi plus de 30 tables rondes. Mais aussi, nous avons plus de 100 chroniques et des podcasts hebdomadaires au niveau de la rubrique Ça fait débat avec Wati sur Radio France Internationale RFI. Et au niveau de nos différentes plateformes digitales, particulièrement les réseaux sociaux, nous avons 1400 abonnés sur Instagram, 3300 followers sur Twitter et enfin 44 000 followers sur Facebook. C'est assez impressionnant comme chiffre quand on considère que Wati est une assez jeune organisation comparée à des organisations qui sont là depuis plus d'une décennie. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de voir tout cet engouement qui se lit sur les réseaux sociaux et sur Internet?
Non, je pense que nous avions délibérément, au début du projet, misé justement sur Internet, sur les plateformes digitales. Et c'est ça qui explique notre forte présence sur ces outils qui sont vraiment beaucoup utilisés aujourd'hui. Et donc, tout ce que nous faisons en termes de contenu, en termes d'articles, tout est relayé sur les différentes plateformes que sont Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et tout. Et donc, il faut dire que ce qui contribue à faire connaître Wati, c'est aussi l'utilisation que nous faisons, importante aussi de tout ce qui est outils Internet aujourd'hui. Alors Pathé, vous êtes aujourd'hui également ici pour nous parler d'un projet que vous déroulez en partenariat avec le Forum civil du Sénégal et soutenu par Osiwa Open Society Foundation. Que pouvez-vous nous dire de ce projet ? Voilà, effectivement, depuis le mois de juin 2021, nous avons lancé un projet sur la gouvernance et le contrôle citoyen avec Imedia et le Forum civil soutenu par Osiwa. Il s'agit d'un projet où nous faisons la promotion de la redevabilité et la lutte contre la corruption, puisque nous avons constaté que si on prend en général l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, et sauf à part le Cap-Vert, ils sont tous dans la zone rouge, dans l'indice de perception de la corruption. Ce qui veut dire que la gestion des biens publics dans la transparence est un véritable défi dans nos pays. C'est la raison pour laquelle, à travers différents secteurs, comme par exemple la gouvernance foncière, la gouvernance de l'hydraulique, la gouvernance du secteur extractif, etc., nous avons choisi de mettre à la disposition des citoyens des informations pour leur permettre de contrôler la manière dont les affaires publiques sont gérées et de pouvoir demander des comptes aux personnes qu'ils élisent. Il faut rappeler que le Sénégal est 8e au rang africain de l'indice de perception de la corruption. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Même si nous sommes classés 8e, c'est comme si on dirait au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Donc voilà, toujours est-il que nous restons dans la zone rouge puisque nous n'avons pas atteint 50 points sur 100 dans cet indice-là. Donc il y a encore énormément de travail à faire, même si au niveau de la sous-région et au niveau national, nous avons un arsenal juridique qui montre que des efforts sont en train d'être faits pour garantir la transparence dans la gestion des affaires publiques. Mais au niveau de l'applicabilité, il y a un gap à combler. Alors, le Sénégal a atteint donc en 2021 45 points uniquement, contre 50 qui est le minimum pour sortir de la zone rouge. Pour en savoir un peu plus sur le projet suivi de la bonne gouvernance, nous sommes allés à la rencontre de M. Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil et partenaire de Wati. Il nous en dit un peu plus sur les activités qui ont été déroulées durant ces derniers mois. À travers ce projet, nous avons eu à dérouler pas mal d'activités qui tournent autour des forats d'intégrité. Des forats d'intégrité qui touchent l'hydraulique, que nous avons animé à Grand Dakar, mais également des actions de plaidoyer que nous avons menées à Bakel et bien sûr à Malem Hodar. Nous avons également tenu des activités de plaidoyer autour des forats d'intégrité dans le secteur foncier. Nous avons également mené des activités au niveau de Goudomp, au niveau de Bignona, dans le secteur forestier. Ce projet nous a permis de dérouler pas mal d'activités au niveau du Sénégal, mais également des activités avec les élèves, ce qu'on appelle les SICA, les clubs d'intégrité à la citoyenneté active. Parce que nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a un déficit de citoyenneté au niveau du Sénégal et que pour nous, il fallait impérativement renforcer cette citoyenneté au niveau des écoles. Avec l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale, nous avons mis en place au sein des gouvernements scolaires ce qu'on appelle des clubs d'intégrité à la citoyenneté active, appelés SICA. Et à travers ces SICA, des sessions de formation sont déroulées au profit des élèves. Des formations sur la bonne gouvernance. Donc, c'est quoi la bonne gouvernance? Les principes de bonne gouvernance, la transparence, la participation, l'efficacité, l'efficience et surtout la redevabilité. Ils ont également eu à bénéficier de formations sur les questions qui sont liées aux ressources naturelles, aux biens publics de façon générale, aux ressources naturelles, aux ressources forestières,
au foncier. Ils ont également bénéficié de formations sur la corruption. C'est quoi la corruption? La classification des corruptions, les types de corruption, la grande corruption, la petite corruption, la corruption active, la corruption passive, les institutions. Ils ont eu également à dérouler des activités de terrain à travers des caravanes de sensibilisation. Certains SICA ont sensibilisé sur la non-violence au niveau des écoles. D'autres SICA ont sensibilisé sur la lutte contre la corruption. D'autres également ont mené des activités de rencontre, ce qu'on appelle dialogue avec les autorités. Déjà, il faut qu'on se renvoie à la Constitution. C'est la Constitution dans son préambule qui prône le principe de bonne gouvernance, donc le principe de transparence. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque citoyen doit impérativement s'intéresser à la gestion publique, soit directement, parce qu'aujourd'hui, chacun dispose d'un smartphone à travers Facebook, à travers Twitter, à travers les réseaux sociaux. Chaque citoyen a la possibilité de s'exprimer sur la marche du pays. Chaque citoyen a la possibilité également de s'exprimer sur la gestion financière, que ce soit sur les dépenses, que ce soit également sur nos recettes. Ça, je pense que c'est un premier niveau d'intervention, d'implication des citoyens dans la gestion des affaires publiques, même dans la gestion des ressources publiques. Il y a également, comme je l'ai dit, certains lieux dédiés à la citoyenneté, comme les écoles. C'est pourquoi nous avons commencé pour nous avec les élèves à travers les SICA. Il y a également d'autres instances qui sont mises en place par la loi. Ça peut être au niveau des conseils municipaux, ça peut être au niveau des conseils départementaux, ça peut être au niveau des conseils de jeunesse, ça peut être également des initiatives qui sont prises par les organisations de la société civile. Par exemple, nous avons voulu impliquer les femmes qui sont dans les zones minières à travers des plateformes qu'on appelle FCM, Femmes des collectivités minières. Donc ce sont ces projets-là qui nous ont permis de mettre en place ces plateformes-là, Femmes des collectivités minières, pour parler avec elles, non seulement du cadre juridique et institutionnel des mines, le code minier, les fonds miniers, la responsabilité sociétale d'entreprise, mais également il y a d'autres instances qui sont mises en place par le gouvernement en matière de fiscalité, ce qu'on appelle les commissions de fiscalité locale. Ça, c'est la loi qui permet à ces hauts collectivités locales, qui autorise aux collectivités locales de mettre en place des cadres où les citoyens ont la possibilité de discuter de la fiscalité au niveau local. Donc, les cadres d'intervention des citoyens également sont multiples. Mais ça peut être également dans d'autres instances, les daïres, ça peut être les femmes qui utilisent également les mbotaï, ça peut être toutes ces instances-là, les associations culturelles, les associations sportives, les ASC, toutes ces instances-là, ce sont des instances qui permettent aux citoyens de s'exprimer, de donner son avis sur les questions également de gouvernance. Elles sont nombreuses, les conséquences sont nombreuses et peuvent être analysées dans différents secteurs. Dans le secteur de l'administration, la malgouvernance à travers la corruption démoralise les agents vertueux. La malgouvernance dans la réalisation d'infrastructures impacte sur la mauvaise qualité des infrastructures. La malgouvernance également dans le secteur de la justice fait qu'il y a un manque de confiance entre la justice et les populations. Donc, les conséquences peuvent être évaluées et appréciées en fonction des différents secteurs. C'est pourquoi nous prenons toujours la redevabilité. On va amener toujours les gouvernants et les décideurs à rendre compte, que ce soit les corps de contrôle, que ce soit les corps de contrôle administratifs, ou les corps de contrôle judiciaire. Nous demandons également aux parlementaires d'être transparents, de prôner surtout la transparence, de prôner la redevabilité, parce que l'Assemblée nationale, c'est l'instance d'autorisation budgétaire, c'est l'instance de contrôle du gouvernement, c'est l'instance de sécrétion d'un certain nombre de lois, à travers des propositions de loi, à travers des projets de loi, mais également c'est l'instance où on peut déclencher des enquêtes parlementaires et d'autres types d'enquêtes. C'est pourquoi, à ce niveau aussi, nous exhortons fondamentalement aux parlementaires, aux députés,
de faire un travail de redevabilité qui permettra aux citoyens d'avoir des informations sur la gestion de leurs ressources financières. Messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Birahim Seck, donc, comme vous venez de le voir, nous a expliqué toutes les étapes qui ont été franchies par le projet, les régions qui ont été visitées, les activités qui ont été déroulées, notamment avec les femmes et les jeunes. Quel rôle va jouer Wati dans ce qui suit du projet? Ou quelles sont les activités qui sont en train d'être menées par Wati dans le cadre de ce projet? Alors, l'accompagnement de ce projet par Wati est effectivement de pouvoir mettre en lumière, amplifier le travail du Forum civil à travers justement la création d'une page spéciale sur notre site Sénégal Politique. Et l'idée aussi est d'exploiter des rapports. Vous savez, beaucoup de rapports sont chaque année publiés sur ces différents éléments, que ce soit le compte citoyen, que ce soit le foncier, toutes les questions en lien justement avec les ressources naturelles ou les politiques publiques. Et donc, à titre d'exemple, on peut citer par exemple les rapports de l'OFNAC. C'est des rapports que vous trouvez sur la page qui a été créée. À côté de cela aussi, nous avons travaillé, en plus du Forum civil, avec un artiste, Odia, qui est assez connu au Sénégal, je dois dire. Le caricaturiste. Le caricaturiste. Lui, dans le cadre de ce projet-là, il devait justement, sur la base des thématiques que nous développons dans ce projet, en faire des caricatures pour que les gens puissent mieux comprendre quels sont les effets négatifs de tout ce qui est lié à la corruption, tout ce qui est lié à la mauvaise gouvernance et autres. Et donc, toutes les caricatures de Odia aussi, vous les trouvez sur cette page dont je viens de parler. Et donc, Wati a créé une page spéciale qui va être le réceptacle justement de ces caricatures-là, mais aussi de l'action sur le terrain du Forum civil, mais aussi les différents rapports que nous avons exploités en lien avec la gouvernance des différentes thématiques que j'ai énumérées. M. Seck nous a beaucoup parlé de la cible essentielle de leur tournée, notamment les jeunes et les femmes, notamment aussi les femmes dans le secteur minier. Que pouvez-vous nous dire de la place que ces deux groupes cibles peuvent jouer généralement dans le contrôle citoyen? Je pense que ce ciblage-là est très important dans la mesure où déjà nous sommes dans un pays où la population est très jeune. On parle de presque 70% de la population qui a moins de 25 ans. Donc c'est très important dans ce genre de projet-là de travailler sur la base pour permettre à ces populations-là d'intégrer très jeunes le culte de la redevabilité et d'être eux-mêmes, de cultiver très tôt le sens du contrôle citoyen dans l'exercice de leur citoyenneté. De plus en plus, on rappelle le fait qu'il faut encourager la participation des femmes à la vie politique et économique du pays. Donc, à côté des jeunes-là, il faut continuer à amplifier les voix des femmes sur ces thématiques-là, puisqu'elles représentent une dimension primordiale de ces secteurs d'activité qui sont concernés par des questions de corruption et de redevabilité. Si vous deviez aujourd'hui définir des termes comme corruption, comme redevabilité, des termes comme bonne gouvernance, ou même corruption, qu'on entend souvent à la radio, à la télé, comment le définiriez-vous pour un enfant qui devrait comprendre cela d'une façon très simple? Pour définir ces concepts-là, je vais partir de la citoyenneté elle-même, parce qu'en parlant du projet, on a beaucoup parlé de citoyenneté active. Et en français, la cité est dans le citoyen, mais en latin, le citoyen est dans la cité, civis et civitas. Maintenant, l'appartenance mutuelle du citoyen à la cité et de la cité au citoyen ne se comprend que si on la vit. Elle est vécue, si elle est activée par la participation. Participer du latin partem capere veut dire prendre part. Alors, prendre part à quoi? À la vie de la société, à la vie de la communauté à laquelle on appartient. Donc, il est important de se considérer comme une entité et on a la responsabilité de contribuer, d'agir, de penser de manière critique et constructive à la vie de la communauté. Donc, et pour parvenir à participer concrètement, il faut que nous ayons le pouvoir de contrôler et de demander aux autorités de nous rendre des comptes sur la manière dont nos biens communs sont gérés. C'est ce qui me mène à la notion de redevabilité. La notion de redevabilité, ce n'est rien d'autre que la responsabilité pour
pour les dirigeants, pour les élus, de rendre compte de leurs décisions et de la manière dont ils gèrent les affaires de la cité, mais aussi pour les instances publiques, le devoir pour les instances publiques de contrôler que toutes les prestations sont assurées et de sanctionner si nécessaire. Et par rapport à la corruption, dans la littérature, on considère la corruption comme étant le fait de pervertir un pouvoir à des fins personnelles, comme par exemple l'enrichissement personnel ou l'enrichissement d'une personne tierce. Donc il s'agit dans la plupart des cas d'utiliser un pouvoir qu'on a pour faciliter ou faire quelque chose en contrepartie d'un cadeau, d'une promesse ou d'une certaine somme d'argent. Et Babacar, pouvez-vous nous parler de la bonne gouvernance? Oui, alors le concept de bonne gouvernance, on en parle de plus en plus aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un terme qui est apparu, un concept qui est apparu dans les années 90 dans la littérature administrative et économique, surtout dans le monde anglo-saxon, et ensuite ça a été imposé dans les débats par la Banque mondiale. Alors, qu'est-ce que c'est la bonne gouvernance? Je crois qu'il faut savoir qu'il y a des piliers justement qui sous-tendent cette bonne gouvernance-là, à savoir d'abord l'état de droit, donc le respect aussi des droits de l'homme, mais il y a aussi la prise en charge, la prise en compte de la transparence dans les affaires publiques. Il y a aussi tout ce qui est participation des citoyens. Il y a aussi un autre élément qu'on peut mettre en avant qui est celui du pluralisme politique. Et donc tous ces éléments-là, lorsque nous les prenons, participent à définir une bonne gouvernance pour un État, mais aussi d'une certaine manière, c'est un terme aussi qu'on peut rattacher même dans le secteur privé. On parle aussi de bonne gouvernance dans le secteur privé, les entreprises et autres. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la bonne gouvernance. Wati, donc le laboratoire d'idées, mouvement citoyen. Alors, Pathé, vous avez défini le concept de la citoyenneté, et c'est tout à votre honneur, puisqu'on parle de Wati comme du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, un état d'esprit fait d'un cocktail d'idéalisme et de réalisme, comme vous le définissez, qui promeut 3 valeurs fondamentales, le travail bien fait, le souci de la connaissance et celui de l'intérêt général. Ces 3 termes peuvent résumer également la bonne gouvernance au sein de nos États. Absolument. Wati, ce n'est pas seulement ces messieurs bien habillés, c'est une équipe constituée de plusieurs personnes, de profils et d'origines différentes. Nous sommes allés voir Mariam Cissé. Elle est également chargée de recherche pour Wati. Elle nous en dit un peu plus sur son profil, sur son métier et également sur ses objectifs à long terme. Suivons cet élément. J'ai eu un baccalauréat en sciences humaines et sociales au lycée Lamine Gueye de Dakar. Ensuite, j'ai suivi une première année en sciences juridiques à l'université Cheikh Anta Diop, où à partir de la 2e année, j'ai choisi de poursuivre en sciences politiques et relations internationales, toujours à l'UCAD. Et depuis, j'ai eu mon master en relations internationales et actuellement, je suis doctorante en sciences politiques et relations internationales. Pour la thématique du doctorat, je fais des recherches sur la participation politique des femmes, la loi sur la parité et les barrières qui existent encore pour permettre aux femmes d'accéder à certains postes de décision. Ce que nous faisons, c'est que nous offrons une plateforme de production, mais aussi de diffusion de connaissances. Par rapport à cela, je fais de la recherche, comme le nom l'indique, de la recherche documentaire, d'analyse de données par rapport à certaines thématiques qui sont liées au genre, à l'éducation, à la santé, entre autres. Et après l'analyse de toutes ces informations-là, de ces données, je participe à la mise en forme dans un format qui soit accessible à nos différentes cibles. Et en tant que chargée de projet, je m'occupe principalement de participer à la rédaction de proposals pour nos différents partenaires, de coordonner et aussi d'assurer le suivi des différentes activités que nous avons. Donc, je m'assure à veiller à ce que nos différents engagements vis-à-vis de nos partenaires soient respectés en termes d'activités. Et enfin, je m'occupe de la rédaction des rapports techniques de fin de projet. Alors, depuis que je suis à Wati, ça va faire bientôt 4 ans. On a eu à faire énormément de choses quand même.
Mais une expérience pour laquelle je suis particulièrement contente, c'est par rapport à nos initiatives qu'on a eu à mener sur les inégalités de genre au Sénégal, les initiatives dont j'ai été en charge. Et à travers ces initiatives-là, on a donné la parole à plusieurs femmes, à des Sénégalaises de différentes catégories sociales et professionnelles, qui ont pu s'exprimer elles-mêmes sur les inégalités qu'elles vivent au quotidien dans la société sénégalaise. Et elles sont elles-mêmes revenues sur des pistes d'action concrètes, des recommandations à mettre en œuvre pour éliminer, sinon réduire considérablement les inégalités de genre. Et même si le résultat ne pourrait pas être immédiat, je suis quand même très contente de savoir que j'ai eu à participer à travers mon travail à mener ces réflexions-là, à donner la parole aux femmes, à donner des pistes d'action qui peut-être dans 5 ans, 10 ans seront mises en œuvre et permettront à des femmes, à des filles d'avoir de meilleures conditions de vie et d'avoir un meilleur épanouissement dans la société. Les deux principales choses que je préfère dans mon travail, c'est d'abord le fait que ce soit un travail qui soit utile. Comme je le disais tout à l'heure, nous participons à la réflexion pour proposer des pistes d'action sur toutes les questions que nous considérons comme étant cruciales pour la région de l'Afrique de l'Ouest, sur différentes thématiques, l'éducation, la santé, le genre, la sécurité, la paix. Donc le fait de participer à cette réflexion-là et de se dire que les pistes d'action que nous dégageons à travers nos travaux sont des pistes d'action qui ont pour objectif de permettre à des communautés, à des populations d'avoir de meilleures conditions de vie, d'avoir un avenir, un futur qui soit meilleur que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Pour moi, c'est quelque chose qui est extraordinaire. La deuxième chose, c'est l'environnement de travail. On est une association qui travaille de façon vraiment très, très flexible, très autonome, où on a une façon de travailler qui nous permet de nous pousser au quotidien, de nous améliorer, de nous-mêmes connaître quels sont les différents points d'amélioration que nous avons à effectuer et de veiller à ce que ces points d'amélioration-là soient pris en compte et la grande autonomie et la flexibilité que nous avons dans notre façon de travailler. Le conseil que je leur donnerais, c'est de se former, de surtout continuer à se former, même après un parcours académique, chercher à diversifier leurs compétences et surtout ne pas se limiter, ne pas se créer des barrières. Ne pas se dire que oui, peut-être que j'ai une formation en sciences politiques, je ne pourrais pas travailler dans une ONG ou une association, il serait mieux que j'aille faire un concours pour rejoindre l'administration et tout. Se former, ne pas se créer de barrières, ne pas se limiter, mais surtout prendre toutes les opportunités qui se présentent à eux. Des fois, quand des jeunes voient une offre, ils voient que même si c'est dans un domaine dans lequel ils ont été formés, ils se disent « est-ce que je peux accomplir cette tâche? Est-ce que je suis assez capacité pour ça ?» Vous ne pourrez jamais savoir si vous êtes réellement opérationnel pour un poste si vous n'êtes pas à ce poste. Donc, dès que vous avez une offre, une opportunité dans un domaine pour lequel vous avez été formé, allez-y, foncez. Et vous verrez que les choses qui, sur la fiche de poste, peuvent vous sembler compliquées ou impossibles sont des choses qui sont totalement à votre portée. De retour sur ce plateau, que pouvez-vous nous dire sur votre collègue, Mariam Cissé, en quelques mots? Alors, Mariam est chargée de recherche à Wati. C'est une femme qui est extrêmement engagée, notamment sur les questions liées aux femmes. Elle a eu à conduire un projet extrêmement important pour nous sur la participation des femmes sur le plan politique, social et économique. Et donc, ce qui définit Mariam Cissé à Wati, c'est vraiment son engagement pour la cause des femmes. Et quelle est la place des femmes au sein de Wati? Elle est très importante. La place des femmes est très importante au sein de Wati parce que notre équipe est composée aussi de beaucoup de femmes. Et il y a un élément que j'aimerais dire ici. À chaque fois que nous organisons une table ronde ou bien un webinaire, nous assurons de pouvoir respecter le gender, donc de nous assurer que nous avons autant de femmes que d'hommes dans la discussion. Donc c'est vraiment aussi un marqueur fort de Wati, c'est vraiment la défense de tout ce qui touche à la femme et les thématiques voilà, qui se rapprochent. On peut constater également que la moyenne d'âge tire assez vers les plus jeunes au sein de votre équipe.
Absolument, c'est vrai qu'on a une équipe qui est assez jeune, mais c'est aussi signe de dynamique. Je pense qu'on a fait l'option de faire confiance à la jeunesse du continent, mais aussi celle qui est à l'étranger. Et donc, effectivement, à Wati, lorsque vous venez dans le bureau, vous vous rendez compte que l'équipe est extrêmement jeune, mais elle est très compétente. Et multiculturelle. Multiculturelle aussi, parce que Wati, c'est un espace, c'est l'Afrique de l'Ouest aussi que nous représentons. Et donc, nous avons une équipe voilà, qui est composée de jeunes, de femmes, mais aussi de personnes de la région. Donc, c'est vraiment ces différents marqueurs-là qu'on essaie de prendre en compte lorsque nous faisons des choix sur les personnes qui sont dans l'équipe de Wati. Comment vous prenez votre expérience au sein de Wati? Choisir de travailler pour une organisation à but non lucratif, nous avons posé la question à Mariam. Sa réponse, elle est toute simple. Agir pour la communauté. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Mon immersion à Wati, c'est d'abord une prolongation de ma formation parce que je me suis rendu compte que tous les jours, je continuais à apprendre, à avoir le sens du détail, d'être méticuleux. Donc, comme vous l'avez dit, une de nos valeurs, c'est le travail bien fait. Donc, d'être très rigoureux sur les détails pour avoir un rendu parfait, même si c'est toujours c'est perfectible. Donc j'ai appris à m'améliorer au jour le jour aux côtés de Babacar et des autres collègues, mais aussi de savoir que ce que je suis en train de faire a un sens, puisque cela a un impact auprès des communautés. Voilà, c'est ce qui me permet de me réjouir de mon travail et de savoir que ce que je fais au quotidien a un sens, puisque ça a un impact positif. Préciser que également, Pathé a suivi une formation en sciences politiques, tout comme Mariam Cissé. Et Babacar, vous êtes à Wati depuis combien d'années? Alors, je suis à Wati depuis le début. Je suis membre fondateur de Wati. Et donc, depuis le lancement de notre plateforme qui est wati.org, donc je travaille aux côtés de M. Juliabi, qui est le directeur exécutif. Et donc, voilà, j'assure justement la coordination des publications et de la recherche. Donc, je suis à Wati depuis vraiment le début de l'aventure. Nous arrivons au terme de l'émission. Quel serait le dernier mot de Babacar, le dernier mot de Pathé par rapport à vos activités actuelles, mais également à venir? Alors, je voudrais juste inviter les spectateurs de votre média à signer une pétition que nous avons lancée depuis maintenant quelques semaines. Wati a travaillé sur la manière de renforcer le système de santé en Afrique de l'Ouest et nos recommandations avaient été lancées bien avant la Covid. Et donc actuellement nous sommes dans une phase de plaidoyer justement avec des recommandations fortes sur les moyens justement de renforcer nos systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. Et donc nous aimerions inviter vos spectateurs à signer cette pétition qui est en ligne. Autre chose aussi, à la rentrée, donc à partir du mois de septembre, nous allons assurer une série de tables rondes en ligne. Notamment, nous aurons les conversations sur le Sahel avec des chercheurs, des profils et autres. Et donc, ces tables rondes virtuelles auront lieu sur Zoom. Et nous espérons que vos spectateurs auront l'occasion de nous suivre et d'interagir, de débattre avec nous justement sur les défis à relever pour avoir un Sahel qui soit beaucoup plus sûr, beaucoup plus apaisé et aux antipodes de ce que nous avons actuellement dans cette région. Pathé ? Oui, on l'a dit tout à l'heure, Wati c'est un think tank citoyen et on insiste beaucoup sur cette dimension. Donc il s'agit d'un cadre ouvert à la réflexion et à la co-construction et des actions collectives pour changer les trajectoires des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous invitons à toutes les personnes à contribuer au débat de Wati sur le site principal de Wati. Donc il est possible d'envoyer des tribunes de 1000 à 1500 mots sur les différentes thématiques que nous adressons. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur les relations entre l'Afrique de l'Ouest et les États-Unis, où nous proposons des Wati Notes, donc des extraits des rapports des grandes institutions qui travaillent sur la thématique, mais aussi des tribunes, des experts et des citoyens sur le sujet. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Babacar Ndiaye et Pathé Dieye. C'était Khadija Ndiaye pour ITV dans Groupe Plan. Rendez-vous le mois prochain avec d'autres invités.